Il y a des moments dans la vie où l'on croit partir à la découverte du monde et où l'on finit par se découvrir soi-même. Notre invité a connu deux expériences que tout oppose en apparence. Une lourde opération qui l'a contrainte à dépendre entièrement des autres, puis un voyage en solitaire à l'autre bout du monde où elle n'a plus compté que sur elle-même. Entre vulnérabilité, autonomie, fatigue et résilience, son témoignage raconte ce qui se passe quand nos certitudes vacillent et que l'on est forcé de trouver un nouvel équilibre. Il y a 8 ans, quand on m'a ouvert la boîte crânienne, je ne m'attendais pas à ce que ça engendre un retour en enfance. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et il y a 8 ans, on m'a diagnostiqué un méningiome. À la fin de l'année 2017, j'ai commencé à avoir flou sur une partie de l'œil gauche. Ça a gagné du terrain sur plusieurs mois, jusqu'à ce que je finisse, sous l'impulsion de ma famille, par aller aux urgences ophtalmologiques. Donc j'ai fait toute une batterie de tests, j'y suis allée solo au départ, toute une batterie de tests visuels divers et variés, qui n'ont rien donné. Et donc à la fin de la journée, les médecins un peu perplexes ont relu plus en détail, je crois, mon dossier et ont découvert que je prenais de l'androcure, qui est un traitement hormonal qui était prescrit, enfin qui est toujours prescrit pour gérer le syndrome ovarien polykystique. Et ça leur a mis directement la puce à l'oreille. Ils m'ont dit bon ben on va vous faire passer une IRM. Donc moi j'ai pas trop compris le lien, mais à ce moment-là, quand on me dit IRM, je pense un peu aux antécédents d'AVC, etc. dans ma famille, et je me dis, je vais peut-être appeler mon père en soutien pour ne pas être toute seule à l'issue de cette IRM quand j'aurai un diagnostic potentiel. Donc du coup mon père arrive, je passe mon IRM, c'est super, je découvre que c'est un endroit extrêmement apaisant. Et on a les résultats immédiatement après le passage de l'IRM et le diagnostic tombe. J'ai donc un méningiome, donc c'est une tumeur bénigne du cerveau qui pousse entre le cerveau et la boîte crânienne, donc ça bouffe pas du tout le cerveau quoi. C'est dû donc au traitement hormonal que je prenais. Donc c'est un truc qui est écrit dans la notice, etc. Mais les gynécos continuent à prescrire cette cochonnerie. Donc on me dit que il va falloir opérer pour le retirer, qu'il fait à peu près la taille d'un petit citron ou d'un œuf, et que il faudrait s'en débarrasser le plus rapidement possible. À cette annonce, moi je suis pas plus bouleversée que ça. Je pense que mon père est beaucoup plus bouleversé que moi. Moi dans ma tête, il y a vraiment un schéma très simple de il y a une cause A, le méningiome, il faut le retirer. Cause B, on va se faire opérer quoi. Enfin, solution B. Donc du coup l'opération est programmée 2 mois après, pour fin février. Et pendant ces 2 mois, je passe plein de nouveaux examens, nouvelles IRM, j'ai des rendez-vous médicaux avec l'anesthésiste, le neurochirurgien, etc. Et le neurochirurgien me dit qu'à l'issue de l'opération, je ne serai pas autonome et que je ne pourrai pas retourner dans mon petit appartement toute seule pour ma convalescence. Après ces rendez-vous se pose donc la question de où passer ma convalescence. Logistiquement parlant, chez aucun de mes deux parents ça me paraît faisable. Chez mon père c'est trop petit, il dort dans le salon, etc. Enfin ça aurait été vraiment une galère. Et chez ma mère, nos rapports à l'époque sont encore assez tendus et je me vois vraiment pas vivre avec elle pendant 3-4 semaines. Je sais que j'aurais pas été suffisamment à l'aise. Donc j'écarte directement ces deux possibilités-là. Du coup, je demande à des amis de longue date de la famille s'ils veulent bien m'accueillir. De leur côté, les circonstances sont quasi idéales. Ils sont tous les deux retraités. Ils ont un grand appart, ce qui me permet d'avoir une chambre toute seule. Ils habitent pas loin de l'hôpital, donc s'il y a le moindre souci, vraiment, on peut filer en 5 minutes.
Et ça leur pose pas de problème en plus d'accueillir mes amis, ma famille, etc. qui veulent me visiter. Donc ils acceptent très rapidement. Je me souviens même plus d'ailleurs, en y repensant, si c'est moi qui leur demande ou si c'est eux qui me proposent, mais il y a une espèce d'alignement des planètes. Et du coup, la décision est prise, je sais où je vais passer ma convalescence. Donc, une fois tous mes rendez-vous médicaux passés, la solution est trouvée de mon hébergement post-opératoire, donc c'est un gros soulagement pour moi. Et donc je rentre à l'hôpital, sereine en tout cas sur ce point-là, avec quand même un petit stress de l'opération évidemment. Je me fais opérer, ça se passe bien, je me réveille tranquille de l'anesthésie contrairement à précédemment. Je reste 2 semaines à l'hôpital et quand je sors, je vais donc directement chez les amis de ma famille et je me retrouve à squatter la chambre de leur fils qui n'habite plus avec eux. À ce moment-là, je suis dans un état de faiblesse physique vraiment très très avancé. J'ai jamais été dans un état pareil. J'ai énormément de vertiges. Je peux rester debout sans être adossée à quelque chose environ 10 minutes. Donc pour manger, pour les repas, etc., c'est quand même très complexe au départ. Il n'est pas question au départ de faire des balades ou de faire quoi que ce soit d'autre que d'aller de la chambre au salon pour manger et retour dans la chambre pour soit redormir, soit mater des séries débiles. Donc je suis quand même dans une partie très douloureuse de la convalescence où j'ai des maux de tête vraiment très très vénères. Je suis sous des traitements médicamenteux bien costauds aussi. Donc d'un côté j'en chie, mais en même temps il y a une partie de moi qui se rend compte que ma douleur est la seule chose dont j'ai à m'occuper. Je dois prendre mes médicaments, mes machins, etc. Dormir quand il faut, voilà. Mais toute la charge mentale à côté de faire des repas, s'occuper de gérer la maison, le ménage, les lessives, les machins, etc. Tout ça, j'ai pas du tout à m'en occuper. La mère de famille qui m'héberge s'occupe de tout ça. Quand elle est pas là et qu'elle peut pas s'en occuper, c'est son mari qui s'en occupe. Quand ni l'un ni l'autre ne peuvent s'en occuper, il y a leur fille qui a 2 ans de moins que moi, qui s'occupe de moi, qui s'inquiète de me faire à manger, etc. Enfin voilà, donc vraiment j'ai 0 préoccupation autre que me rétablir dans les meilleures conditions. Vraiment juste prendre soin de ma santé, quoi. Et eux sont là juste pour prendre soin de ma santé aussi. Donc il y a vraiment une espèce de confort et c'est un truc dont j'ai pas conscience forcément sur le coup, mais dont je me suis vachement rendu compte au cours des années après, quand justement j'en chiais avec la charge mentale de habiter toute seule et devoir prendre toutes les décisions toujours et devoir toujours pouvoir compter que sur moi, quoi. Donc j'avoue qu'il y a des moments depuis ça où je repense à cette période presque de manière nostalgique, même si vraiment c'était des douleurs atroces. Mais le côté t'es materné, t'as rien à faire, qu'est-ce que c'était bien, quoi. Il y a vraiment des moments de coups durs où je me dis si seulement je pouvais à nouveau me faire hospitaliser ou à nouveau être en convalescence quelque part où j'ai à m'occuper de rien, la vie serait si douce. Au bout d'environ 4 semaines, dans ce confort indescriptible, je finis par aller vraiment mieux. Ça y est, je peux me tenir debout, je peux faire des balades, etc. Donc il est temps, à contre-cœur, de quitter ce petit cocon que j'avais. Je me rends compte quand même que c'était un vrai confort parce que je traîne un peu des pieds à retourner chez moi. Mais il faut bien forcément un jour y retourner. Donc à ce moment-là, je me retrouve à nouveau solo. Je suis encore quand même très faible physiquement, mais voilà, j'ai pas le choix. Il faut que je reprenne
une activité normale, que je recommence à m'occuper toute seule de mes courses, de ma bouffe, de tout ça. Et puis il y a la reprise du boulot qui arrive, mine de rien, assez rapidement après ça. Je crois que j'ai été absente que 6 semaines du boulot, même si j'ai repris ensuite en mi-temps thérapeutique. Mais voilà, la parenthèse cocon, maternage, etc. se termine à ce moment-là et c'est un peu dur le retour à la réalité et le retour solo à tout gérer. Sept ans après cette opération, je décide de lancer le plus gros projet de ma vie jusque-là, partir solo en Corée du Sud pendant 4 semaines. Pourquoi la Corée ? Parce que 2-3 ans avant, je découvre la K-pop, et avec la K-pop, je découvre toute la culture, la bouffe, les K-dramas, la beauté des traditions, des paysages, voilà, toute la culture coréenne en fait, et non pas que le côté très paillettes. Et j'ai envie d'aller y goûter de plus près. Et pourquoi solo ? Parce que les circonstances font que je trouve pas vraiment de partenaire idéal pour y aller avec moi. Donc plutôt que d'attendre indéfiniment, je décide que y aller toute seule ce sera beaucoup plus efficace et qu'en plus je serai pas tributaire des envies ou des non-envies de qui que ce soit et que je serai en toute autonomie. Donc c'est parti, 4 semaines toute seule. La première fois que je vais aussi loin et la première fois que c'est aussi longtemps. Donc une sacrée aventure. Donc je commence à préparer mon voyage des mois à l'avance, l'itinéraire dans le pays, les lieux que je veux visiter absolument à chaque endroit, etc. C'est surtout excitant, mais il y a un peu d'angoisse quand même sur le côté je vais me retrouver toute seule là-bas. Mais c'est pas grave, on est là pour le plot. Et pendant les mois de préparation, je me prépare aussi physiquement parce que je suis pas en état de marcher toute la journée et de répéter ça pendant 25 jours d'affilée. Donc je me fais un petit rééquilibrage alimentaire, je me fais des petites séances de sport 4 fois par semaine. Voilà, je perds un petit peu de poids, je me renforce, etc. Et je pars en me sentant bien mieux dans ma peau, ce qui, dans un pays où les préjugés physiques sont extrêmement présents, est plutôt rassurant, on va dire. Et donc, arrivé sur place, je passe une seule nuit à Séoul, je bouge directement dans mon itinéraire prévu, et je me rends compte extrêmement rapidement que ma problématique principale est que je suis extrêmement introvertie, mais je m'étais jamais rendu compte avant à quel point, parce que même entrer dans un resto pour demander à bouffer, enfin payer à bouffer, c'est la base d'un resto, mais j'ai l'impression de déranger les gens, j'ai l'impression que je vais être la touriste insupportable qui s'est alignée 2 mots en coréen et qui ensuite bascule en anglais. Voilà, j'ai l'impression que je vais être vraiment très très chiante. Et ça prend beaucoup de place dans mon voyage parce que ça se répète un peu dans chaque ville. Et au final, je mange beaucoup de trucs à emporter dans les petites épiceries, les petits convenience stores. Ouais, au moins toute la première semaine, je crois que je vais que dans 1 ou 2 restos, quoi. Au même moment, j'ai une de mes très bonnes amies qui fait un voyage presque identique au mien avec 1 semaine d'avance. On communique beaucoup et je regarde beaucoup ses stories sur Instagram. Donc je vois vraiment tout le programme qu'elle fait. Elle est pas solo par contre. Mais ça m'empêche pas de basculer doucement dans la comparaison de nos voyages respectifs. On fait pas exactement toutes les mêmes villes, les mêmes durées, mais y a quand même des incontournables. Et donc sur ces incontournables, je vois ce qu'elle a fait et je me dis « Ah ben, moi j'avais pas prévu ceci, cela, etc. » C'est une comparaison qui est un peu absurde parce que nos circonstances de voyage sont extrêmement différentes.
Elle, étant journaliste, a l'habitude de beaucoup voyager à l'étranger, seule la plupart du temps. Elle parle beaucoup mieux coréen que moi aussi. Elle apprend la langue de manière bien plus assidue dans un organisme différent, etc. Donc elle est quasi bilingue. Ça la ferait rire que je dise ça parce qu'elle s'auto-flagelle beaucoup sur son coréen, mais soit. Mais donc malgré tout, je continue mon programme établi avec les visites que j'avais prévues au départ, etc. Mais il y a quand même toujours dans un coin de ma tête ce truc de elle fait mieux, elle découvre mieux, elle explore mieux, voilà. Et moi je suis pas forcément dans les bons endroits, etc. Alors qu'en fait les endroits que je visite me font kiffer quand même, ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis pas 100% dans l'instant présent. J'ai déjà les angoisses de trouver des restos pour manger le soir, etc. Sachant que je me suis pas vraiment calée sur les horaires coréens. Les dîners se font très tôt et en fait moi je me réveille toujours au moment où les restos sont quasiment en train de fermer. Donc en plus de cette charge de ma timidité, je gère cette charge de la comparaison que je m'auto-inflige, quoi. Il y a une période où je pense même à masquer ces stories Instagram pour rester focus sur mon voyage comme je l'ai décidé et arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Je continue mon voyage avec mon parcours itinérant. En revanche, lors de mon dernier jour à Busan, au bout de 10 jours ou 2 semaines de voyage, je fais une très grosse rando, mais vraiment quelque chose qui a duré plus de 3 heures sous le soleil, avec l'humidité, en fin de journée, avec les températures qui baissent d'un coup, etc. J'ai très peu mangé ce jour-là, je me suis très peu hydratée. Et le soir, j'ai prévu de faire un barbecue coréen avec une touriste australienne que j'ai rencontrée la veille au marché aux poissons. Donc, après ma grosse randonnée, je sens que je suis un peu au bout de ma vie, mais je me dis, c'est ma dernière occasion, enfin pas ma dernière, mais c'est ma première d'ailleurs occasion d'aller faire un barbecue, parce qu'ils les servent que quand t'es deux, pas quand t'arrives solo. Donc, je vais pas manquer cette occasion de manger un super barbecue à Busan. Donc, je me force un peu et je m'explose le bide après cette journée quasiment sans rien manger. Et là, mon corps me dit non, ce n'est pas possible. Donc je rentre à mon hôtel et j'ai été malade toute la nuit. Vraiment un enfer. Dans mon malheur, la seule consolation, entre guillemets, ça a été d'être dans un bel hôtel qui avait des cuvettes de toilettes japonaises avec les petits jets d'eau qui vont bien et qui étaient chauffantes. Donc vraiment un plaisir d'avoir la joue écrasée sur cette cuvette chauffante pendant que j'attendais de vomir une 15e fois. Mais là, en fait, vraiment, mon corps lâche complètement et j'arrive à dormir peut-être 2-3 heures. Et dès le lendemain, il faut que je me lève tôt pour aller prendre un train, pour aller à la ville suivante. Ville suivante dans laquelle je réside dans un hanok, un logement traditionnel coréen. Donc ça veut dire que je vais passer une nuit en PLS et qui plus est sur un futon de 3 cm d'épaisseur. Donc vraiment un régal. Je n'ai rien vu de cette ville. Je suis arrivée, il pleuvait. J'ai essayé tant bien que mal d'aller au jardin botanique que j'avais prévu de visiter. Mais je suis arrivée, ça venait de fermer. Enfin vraiment la journée de la loose. Donc je finis par aller acheter un ramen dans un convenience store. Je bois que le bouillon parce que je peux manger que ça. Les nouilles, c'est hors de question. Enfin, vraiment tout un régal. Et le lendemain matin, il faut à nouveau que je me lève tôt parce que cette fois, j'ai un avion pour aller à Jeju, qui est une île coréenne, qui est le Hawaï coréen. Et qui est vraiment une des destinations qui me tenait le plus à cœur dans mon voyage. Donc j'arrive à choper mon avion dans les temps, etc. et à arriver à Jeju. Mais je suis toujours très mal en point et je peux toujours quasiment rien manger.
Donc je suis vraiment dans un épuisement maxi où vraiment les nerfs lâchent, je craque, je pleure. Enfin voilà, c'est vraiment la nuit dans le hannock. Une fois que j'ai fini de me vider de toutes mes larmes, j'ai enfin réussi à dormir, quoi. Donc j'arrive enfin à Jeju, toujours malade, pas plus inquiète que ça d'être malade là-bas. Le seul truc, c'est que j'étais frustrée et de n'avoir quand même vraiment personne sur qui me reposer, d'être toute seule dans ma galère, et en plus de ne pas pouvoir profiter à 100% de la bouffe à Jeju, qui est quand même très réputée. Donc je n'ai même pas pu goûter les spécialités locales. C'était extrêmement frustrant. Mais bon, voilà, pas le choix. Il fallait que je m'assume toute seule à 100%. Malheureusement, je n'étais pas, comme après mon opération, prise en charge, cocoonée par une mère aimante qui n'était pas la mienne. Mais voilà, il a fallu serrer les dents et continuer mon petit programme. J'ai pas fait 100% des choses que j'avais prévues sur cette fameuse île de Jeju. Il y a eu un jour où vraiment j'étais au bout de ma vie et je me suis dit tant pis, tu fais une grasse mat et si t'as la force cet après-midi, tu sortiras voir telle plage ou un truc pas très loin. Au bout de 4 jours, j'ai enfin fini par connecter mes 2 neurones et aller dans une pharmacie. On m'a prescrit, on m'a donné des probiotiques et ça a réglé les choses en peut-être 2-3 jours. Malheureusement, à l'issue de ces 2-3 jours, mon corps a décidé que c'était le parfait moment pour que j'ai mes règles, donc c'est reparti pour un tour. Donc j'étais quand même pas au meilleur de ma forme quand je suis arrivée à Séoul après avoir quitté Jeju à l'issue de 5 jours qui étaient quand même chouettes malgré tout. Et voilà, j'ai pas eu d'autre choix en étant malade comme un chien là-bas que de m'assumer à 100%, quoi. Une fois à Séoul, j'ai retrouvé la fameuse amie avec laquelle je comparais mon voyage à distance depuis le début. J'allais mieux, mais j'étais quand même pas encore rétablie à 100%. Elle, de son côté, vivait les 3 derniers jours de son voyage, donc elle avait un programme bien précis. Moi, j'avais des endroits que j'avais repérés, mais je les avais pas programmés précisément. Donc, je me suis dit, autant me laisser porter. J'ai complètement suivi son programme. Je me suis greffée à ses activités, celles qu'elle avait prévues avec son pote, etc. Ce qui m'a permis, comme pendant ma convalescence post-opératoire, de n'avoir à me concentrer que sur ma santé, sans la charge mentale de tout le reste, les visites, les restos, la bouffe, etc. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai fait les meilleurs restos de mon voyage, parce que ce n'est pas moi qui les ai choisis, et qu'elle avait fait beaucoup plus de repérage de ce point de vue-là. Ensuite, pendant la fin de mon voyage, après son départ, j'ai encore eu pas mal de regrets niveau organisation, notamment le fait d'avoir programmé 2 tatouages, ce qui m'a quand même bouffé vraiment 2 journées complètes. À refaire, je ferai des plus petits tatouages, comme ça me prendra moins de temps, et je les ferai probablement plus tôt dans le séjour. Mais même à ce moment-là, j'avais, je sais pas si on peut dire que j'avais le recul suffisant, mais en tout cas la bienveillance envers moi-même suffisante pour me dire que je ferais mieux pendant le prochain voyage. Voilà, dès le 3e jour peut-être de ce voyage, je m'étais dit que de toute façon ce ne serait pas le dernier en Corée. Donc voilà, je me suis dit que pour un premier voyage solo à l'autre bout du monde, aussi longtemps, aussi attendu, je m'étais quand même bien débrouillée. En plus avec l'épisode santé qui vraiment n'a pas arrangé les choses. Voilà, je pense que je peux quand même être assez fière de moi, même si j'ai gardé des regrets pendant plusieurs mois après mon retour. Maintenant, je suis vraiment plus dans l'organisation du prochain et ça va très bien se passer. À l'issue de ces 2 expériences, je pense pas avoir appris à mieux gérer la charge mentale. Simplement, j'arrive à la mettre de côté quand je sens que je suis au bout du rouleau et qu'il faut que je me foute la paix. Les trucs relous peuvent généralement attendre le lendemain.
Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas